Ma belle-sœur a fait tomber le nouveau PC gamer de ma fille du bureau, à coups de pied. Parce qu'elle refusait de céder sa place à son cousin. Mon frère l'a soutenue, et mes parents m'ont dit d'arrêter de gâter mes enfants. Lorsqu'ils ont réalisé ce que j'avais fait de la discussion de groupe, et des reçus. Ils m'ont appelé, totalement paniqué. Bonjour à tous. Le PC gamer flambant neuf de mon enfant n'avait même pas 2 semaines. Quand ma belle-sœur l'a violemment fait tomber du bureau. Simplement parce que ma fille refusait de céder son tour. L'unité centrale s'est fracassée sur le sol, le plastique s'est fissuré, et mon frère est resté là. À hocher la tête, comme si sa femme venait de donner une sorte de leçon. 30 minutes plus tard, ma mère m'a traité d'égoïste, m'accusant de gaspiller mon argent dans des jouets hors de prix. Alors que je ferais mieux de me concentrer sur l'ensemble de la famille. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Daniel. J'ai 34 ans, et je travaille comme technicien réseau senior. Pour une entreprise de logistique de taille moyenne. J'ai une fille, Emma, qui vient d'avoir 12 ans. J'ai aussi un frère aîné, Marcus, qui a 37 ans, et qui est marié à une femme nommée Vanessa. Ils ont 2 fils, âgés de 9 et 7 ans. Nos parents, Linda et Robert, ont un peu plus de 60 ans. Et viennent de prendre leur retraite de l'enseignement. Au cours des 5 dernières années, mes parents adoraient parler d'un compte d'épargne spécial. Qu'ils étaient en train de constituer. Ils l'appelaient le « fonds des petits-enfants », et ils en parlaient à chaque fête d'anniversaire. À chaque repas de Thanksgiving, et à chaque fois que quelqu'un évoquait l'université. Les camps de vacances, ou quoi que ce soit lié à l'argent et aux enfants. Ils donnaient l'impression de mettre de côté des sommes énormes, chaque mois. Pour offrir à tous leurs petits-enfants un soutien équitable, le moment venu. Ce que personne, en dehors de notre famille immédiate, ne savait, c'était ceci. C'était moi qui versais la quasi-totalité de l'argent. Le compte avait été ouvert à mon nom, il y a des années, à l'époque où Emma n'était qu'un bébé. Et où je voulais commencer à épargner pour son avenir. Mes parents m'ont convaincu d'en faire un effort commun. Ils disaient qu'il serait plus intelligent de mettre nos ressources en commun. Pour s'assurer que les garçons de Marcus, ainsi qu'Emma, en bénéficient tous à parts égales. Et pour éviter toute apparence de favoritisme. Ils ont promis qu'ils contribueraient régulièrement. Ils ont même affirmé que Marcus et Vanessa participeraient, eux aussi. Je les ai crus. Pendant 5 ans, j'ai mis en place des virements automatiques, tous les mois. Quand je touchais des primes au travail, je transférais de grosses sommes sur ce compte. Quand mes parents me demandaient de combler des manques temporaires. Parce que leurs propres économies étaient justes ce mois-là, je le faisais sans poser de questions. J'ai gardé les reçus, les relevés bancaires, et les emails de confirmation. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin de vérifier le solde global. Ni de comparer les contributions. Je faisais confiance à ma famille. Pendant ce temps, mes parents publiaient des photos sur les réseaux sociaux. Les montrant avec les enfants de Marcus, au zoo, dans des parcs d'attractions, ou à la plage. Les légendes disaient toujours des choses comme « on gâte nos petits-enfants avec des souvenirs » ou « on construit leur avenir, un voyage à la fois ». Les gens laissaient des commentaires, les qualifiant de généreux et d'attentionnés. Personne ne demandait d'où venait réellement l'argent. Marcus et Vanessa n'ont jamais contribué plus que par des montants symboliques. Peut-être 50 ou 100 $, 2 fois par an. Mes parents déposaient de petites sommes, par-ci par-là. Mais rien de comparable à ce qu'ils prétendaient en public. Je couvrais des montants équivalents à un loyer, chaque mois sans exception. Et ils s'en attribuaient tout le mérite. Je ne me suis pas plaint. Je me disais que c'était pour les enfants. Je me disais que nous étions tous dans le même bateau. Puis, le PC gamer de ma fille a été détruit, et tout a changé. En grandissant, Marcus était l'enfant prodige. Il jouait dans l'équipe de football américain, au lycée. Il sortait avec les filles populaires. Il est allé à l'université, grâce à une bourse sportive partielle. Puis il a abandonné en 3e année, pour travailler dans la vente. Nos parents ne l'ont jamais critiqué. Quand il a eu du mal à trouver un emploi stable, dans la vingtaine.
Ils l'ont laissé vivre à la maison, sans payer de loyer, pendant 3 ans. Quand il a fini par déménager, et qu'il a épousé Vanessa, ils l'ont aidé à payer l'apport pour sa première maison. Moi, j'étais le garçon discret. J'ai terminé le lycée avec les félicitations, je suis allé dans un collège communautaire. J'ai été transféré dans une université d'État. J'ai obtenu un diplôme en technologie de l'information. Et j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai payé mon propre loyer, à partir de mes 19 ans. J'ai acheté ma propre voiture. J'ai géré mes propres factures. Nos parents étaient fiers de moi, mais d'une manière distante, presque automatique. Ils s'attendaient à ce que je réussisse, parce que j'étais responsable. Quand Emma est née, j'avais 22 ans, et j'étais célibataire. Sa mère et moi avions eu une brève relation, qui s'est mal terminée. Elle a déménagé à l'autre bout du pays, quand Emma avait 6 mois, et elle a cédé la garde. Sans vraiment se battre. Mes parents étaient horrifiés au début, inquiets de ce que les gens allaient penser. Mais finalement, ils s'y sont faits. Ils aimaient Emma. C'est juste qu'ils aimaient davantage les fils de Marcus. Chaque réunion de famille suivait le même schéma. Les garçons de Marcus recevaient les acclamations les plus fortes, les plus gros cadeaux, les plus longs câlins. Emma, elle, avait droit à une attention polie, et à des cadeaux génériques. Je l'avais remarqué, mais je ne faisais pas de scandale. Je faisais des heures supplémentaires, j'économisais soigneusement. Et je m'assurais qu'Emma ne manque de rien. J'ai renforcé sa confiance en elle, en passant du temps avec elle, en lui apprenant des choses. Et en lui montrant qu'elle comptait pour moi. Il y a 2 ans, Emma s'est sérieusement mise aux jeux vidéo. Elle adorait les jeux de stratégie, les jeux de réflexion, et les aventures narratives. Elle parlait de vouloir apprendre à coder, et peut-être même de concevoir ses propres jeux, un jour. Elle jouait sur un vieil ordinateur portable de récupération, qui faisait à peine tourner quoi que ce soit, mais elle ne s'en plaignait jamais. J'ai commencé à faire des recherches sur des composants. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube. J'ai mis de l'argent de côté pendant 8 mois, et ensuite, je lui ai monté un PC gamer sur mesure. Ce n'était pas le haut de gamme, mais c'était solide. Il avait une carte graphique correcte, un bon processeur. Et suffisamment de mémoire pour faire tourner les jeux qu'elle aimait. Sans planter toutes les 10 minutes. Je l'ai installé moi-même, j'ai fait le tri dans les câbles. Et je l'ai configuré sur un petit bureau, dans sa chambre. Quand j'ai publié une photo en ligne, mes parents ont commenté dans leur qui a suivi. Ma mère a dit quelque chose comme « ça a dû coûter cher. J'espère que tu ne la gâtes pas trop ». Mon père a ajouté « les enfants doivent apprendre la valeur du travail acharné. Et pas seulement recevoir des choses toutes cuites ». Je n'ai pas répondu. Emma était aux anges, et cela me suffisait. Lors du dîner de famille suivant, ma mère a remis le sujet sur le tapis. Elle a dit à tout le monde, autour de la table, que j'avais dépensé beaucoup trop d'argent pour l'ordinateur d'une enfant. Elle a affirmé qu'Emma n'avait pas besoin d'appareils électroniques sophistiqués. Et que je ferais mieux de mettre cet argent dans son fonds pour l'université, à la place. Marcus a hoché la tête, pour approuver. Vanessa a fait un commentaire, expliquant que ces garçons étaient très heureux de se partager des tablettes. Et qu'ils n'avaient pas besoin de jouets individuels hors de prix. J'ai souri poliment, et j'ai changé de sujet. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je finançais leur voyage, leur dîner. Et les activités de leurs enfants, depuis des années, grâce à ce fameux fonds des petits-enfants. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais les reçus prouvant que j'avais acheté les consoles de jeux que leurs garçons utilisaient tous les jours. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je payais pour le compte Netflix familial, l'abonnement Disney+, et les abonnements Game Pass, dont leur foyer dépendait. Je suis resté silencieux, parce que je pensais que nous étions une famille, et qu'en famille, on ne tient pas les comptes. Puis, Vanessa a détruit le PC de ma fille. C'est arrivé un samedi après-midi. Mes parents organisaient un barbecue, chez eux. Marcus et Vanessa avaient amené leur garçon. J'avais amené Emma. Le plan était simple, manger, se détendre.
et laissé les enfants jouer ensemble dans le petit salon, là où j'avais temporairement installé le PC gamer d'Emma, pour qu'elle puisse montrer à ses cousins un nouveau jeu qu'elle adorait. Emma était au milieu d'un niveau, quand son plus jeune cousin, Tyler, âgé de 7 ans, a décidé qu'il voulait jouer à son tour. Emma lui a dit qu'elle allait finir cette section, et qu'elle le laisserait jouer ensuite. Tyler est allé se plaindre à sa mère. Vanessa est entrée dans le salon, a regardé Emma, et a dit, « Donne-lui la manette. » Tout de suite. Tu as joué assez longtemps. Emma a expliqué qu'elle avait presque terminé sa mission. Et qu'elle changerait de place dans 5 minutes. Le visage de Vanessa s'est durci. Elle a répondu. Ce n'est pas à toi de décider quand mon fils a le droit de jouer. Tu te montres égoïste. Emma m'a regardé. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. J'ai dit à Vanessa qu'Emma jouait depuis moins de 20 minutes. Et qu'elle avait tout à fait le droit de finir ce qu'elle avait commencé. Vanessa a levé les yeux au ciel, et a rétorqué. Évidemment que tu vas prendre sa défense. Tu la gâtes tellement qu'elle ne sait même pas comment partager. Avant que je ne puisse répondre, Vanessa s'est avancée, et a poussé l'unité centrale hors du bureau. D'un coup de pied. La machine a heurté le parquet. Le panneau latéral s'est fissuré. La carte graphique s'est détachée. Des composants ont cliqueté, à l'intérieur du boîtier. L'écran d'Emma est devenu noir. Elle a fixé la machine cassée, puis a levé les yeux vers moi. Avec des larmes qui commençaient à couler. Vanessa a croisé les bras, et a dit, « Peut-être que maintenant. Elle apprendra à respecter les autres. » J'ai ramassé l'unité centrale avec précaution. J'ai vérifié les dégâts. La carte mère semblait intacte, mais la carte graphique était définitivement détachée. Et le boîtier était fissuré à 2 endroits. Je me suis tourné vers Vanessa, et je lui ai dit, « Tu vas remplacer ça. » Elle a ri. Elle a vraiment ri, avant de répondre. « Je ne vais pas payer pour ton jouet hors de prix. C'est une leçon de vie pour elle. » Marcus est entré à ce moment-là. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'il soit raisonnable, à ce qu'il reconnaisse, au moins, que sa femme avait dépassé les bornes. Au lieu de cela, il a croisé les bras, et a déclaré. Emma aurait dû écouter la première fois. Vanessa essayait simplement de lui apprendre l'équité. J'ai regardé mon frère, et j'ai dit, « L'équité ? Ta femme vient de détruire un objet. Pour lequel j'ai économisé pendant 8 mois. Juste parce qu'Emma voulait 5 minutes de plus pour finir un niveau de jeu. » Marcus a haussé les épaules. Tu n'aurais pas dû l'amener ici. Si tu ne voulais pas que les enfants l'utilisent ensemble. C'est toi qui la rends égoïste. En lui offrant des choses pareilles, pour commencer. Je pouvais sentir ma poitrine se serrer. J'ai pris la main d'Emma, j'ai ramassé le PC cassé, et je suis allé dans le salon principal. Où mes parents étaient assis, avec leurs assiettes de nourriture. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je leur ai dit que j'avais besoin que Vanessa s'excuse, et qu'elle remplace la machine. Ma mère a soupiré, et a dit, « Daniel, tu réagis de façon excessive. C'était un accident. » J'ai répondu, « Ce n'était pas un accident. » Elle l'a poussé du bureau, d'un coup de pied, exprès. Mon père a posé son assiette, et a ajouté. « Arrête de faire un scandale. Les enfants cassent des choses. Tu dois arrêter de gâter ta fille. Et te concentrer sur le fait de lui apprendre à être moins capricieuse. » Je suis resté là, tenant l'ordinateur cassé de ma fille. Et j'ai réalisé quelque chose de très clair. Il n'allait jamais prendre mon parti. Il n'allait jamais protéger Emma. Il n'allait jamais reconnaître que je portais cette famille financièrement. Pendant qu'il félicitait Marcus et Vanessa, qui ne faisaient presque rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement pris Emma, j'ai porté le PC jusqu'à ma voiture, je l'ai attaché. Et j'ai conduit jusqu'à la maison. Sur le chemin du retour, Emma m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non. Je lui ai assuré qu'elle s'était comportée de façon parfaite, et que j'étais fier d'elle.
je lui ai promis que nous allions réparer l'ordinateur. Et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis assis à la table de ma cuisine. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché mon application bancaire. J'ai regardé mes relevés des 5 dernières années. J'ai ouvert le tableau croisé que j'utilisais pour suivre les dépôts du fonds des petits-enfants. J'ai sorti les fils de mai, où mes parents me demandaient de couvrir leurs découvertes temporaires. J'ai retrouvé les reçus des consoles que j'avais achetées pour les garçons de Marcus. J'ai affiché les historiques de facturation des abonnements. J'avais chaque élément de preuve dont j'avais besoin. Et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me taire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon bureau, avec le PC cassé sur le sol à côté de moi, fixant des tableurs et des relevés bancaires. Emma était allée se coucher tôt, épuisée d'avoir pleuré. J'ai senti une colère froide et lourde s'installer dans ma poitrine. Mais ce n'était pas le genre explosif. C'était le genre de colère qui aiguise votre concentration, et qui vous rend très calme. Pendant 5 ans, j'avais été la colonne vertébrale du confort financier de cette famille. J'avais payé pour des voyages dont ils se vantaient. J'avais financé des comptes dont ils s'attribuaient le mérite. J'avais couvert les abonnements que leur foyer utilisait au quotidien. J'avais acheté des appareils électroniques pour des enfants qui n'étaient même pas les miens. Et en retour, j'avais eu droit à des leçons de morale, m'accusant de gâter ma fille. Et de la rendre égoïste. J'ai réalisé quelque chose cette nuit-là. Rien de ce que je pourrais faire ne serait jamais suffisant pour eux. Je pourrais faire des journées doubles, sacrifier mes propres loisirs, financer l'intégralité de leur style de vie. Et ils trouveraient quand même un moyen de me critiquer. Ils me reprocheraient de ne pas le faire avec un plus grand sourire. Ou d'oser dépenser de l'argent pour mon propre enfant. J'ai aussi réalisé qu'ils n'avaient aucune idée du pouvoir que je détenais réellement. Le compte du fonds des petits-enfants était à mon nom. Légalement, c'était le mien. Mes parents m'avaient convaincu de les laisser le gérer, comme une cagnotte familiale. Mais la banque se moquait des accords verbaux. Le titulaire du compte enregistré, c'était moi, et je pouvais déplacer chaque centime. Quand je le voulais. Les abonnements sur lesquels ils comptaient, étaient tous liés à ma carte de crédit. Les services de streaming, les abonnements de jeux vidéo, le stockage cloud que Marcus utilisait pour ses dossiers de vente, le compte Spotify familial. Tout passait par mon moyen de paiement. Je l'avais mis en place il y a des années. Et personne n'avait jamais proposé de prendre le relais pour la facturation. J'avais été leur infrastructure silencieuse. Et ils n'avaient pas la moindre idée d'à quel point ils dépendaient de moi. J'ai pris une décision, juste là, à la table de ma cuisine. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas mendier des excuses. J'allais laisser la vérité parler d'elle-même, et j'allais m'assurer que tout le monde la voie. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne, uniquement au nom d'Emma. J'ai transféré l'intégralité du solde du fonds des petits-enfants, sur ce compte. Le total final s'élevait à plus de 43,000 $. J'ai sauvegardé le relevé de clôture, au format PDF. J'ai fait des captures d'écran de l'historique des transactions, montrant mon nom à côté de presque tous les gros dépôts. Ensuite, j'ai passé en revue mes abonnements, un par un. Netflix, Disney+, Hulu, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Spotify, stockage cloud, service VPN. Clic, clic, clic. Annuler, rétrograder, ou moyen de paiement supprimé. Chaque petite chose qu'ils utilisaient, et que j'avais payé en silence, a été coupée. J'ai sauvegardé chaque email d'annulation. J'ai sauvegardé chaque message de confirmation. J'ai tout organisé dans des dossiers, avec des étiquettes claires, et des horodatage. À 3 heures du matin, j'avais un dossier numérique complet de preuves. J'avais des relevés bancaires, des historiques de dépôt, des chaînes de mai, des reçus, des historiques d'abonnement, et des relevés de clôture. J'avais la preuve de chaque affirmation que je m'apprêtais à faire. Et j'avais coupé chaque fil dont il se servait, pour se hisser vers le haut, à mes frais. La dernière chose que j'ai faite, avant d'aller me coucher,
a été de rédiger un message pour la discussion de groupe familial. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je voulais attendre le matin, jusqu'à ce que je sois totalement sûr de moi. Et jusqu'à ce que j'aie tout vérifié, encore une fois. Mais je savais que j'allais l'envoyer, et je savais que cela allait tout changer. Le dimanche matin, je me suis réveillé tôt, et j'ai préparé des pancakes pour Emma. Elle m'a demandé si nous pouvions essayer de réparer le PC ensemble. Je lui ai dit que nous le ferions, mais que d'abord, je devais m'occuper de quelque chose d'important. Elle a hoché la tête, et s'est remise à manger. Je me suis rassis devant mon ordinateur portable. Et j'ai revu tout ce que j'avais préparé la veille. J'ai revérifié le relevé de clôture du compte. Je me suis assuré que le nouveau compte d'études, au nom d'Emma, était actif et sécurisé. J'ai confirmé que chaque annulation d'abonnement avait bien été prise en compte. J'ai relu le brouillon de mon message, pour la discussion de groupe. Et j'ai fait quelques petites modifications, pour garder un ton calme et factuel. Ensuite, j'ai ouvert WhatsApp. Notre discussion de groupe, pour la famille élargie, comptait 42 membres, parents, frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, et quelques amis proches de la famille, qui étaient là depuis toujours. C'était le point central, pour toutes les communications familiales. Mes parents y publiaient constamment des choses, des photos des petits-enfants. Des mises à jour sur leurs projets de jardinage. Des rappels pour les anniversaires et les fêtes à venir. Ils y faisaient aussi beaucoup de fausses modesties, se vantant de la façon dont ils construisaient un avenir pour les petits-enfants. J'étais resté silencieux sur ce groupe, depuis des mois. La plupart du temps, je réagissais juste avec des émojis pouces en l'air. Et je continuais à faire défiler l'écran. Mais aujourd'hui, j'allais m'assurer que tout le monde y prête attention. D'abord, j'ai mis en ligne une photo du PC gamer cassé d'Emma, posé sur le sol de mon salon. Le panneau latéral fissuré était clairement visible. J'ai ajouté une courte légende, à quoi ressemblait le nouvel ordinateur de ma fille. Après la réunion de famille d'hier. Le silence a duré environ 30 secondes. Ensuite, j'ai téléchargé une capture d'écran, tirée d'une discussion privée que j'avais eue avec Marcus et Vanessa. La capture montrait un message que Vanessa avait envoyé la veille au soir. Elle s'y vantait, auprès de Marcus, d'avoir balancé par terre le jouet hors de prix de cette petite peste pourrie gâtée, pour que Tyler apprenne qu'il passe en premier, de temps en temps. Encore du silence. Puis, j'ai publié un montage de relevé bancaire. J'avais surligné mon nom, à côté de chaque dépôt effectué sur le compte du fonds des petits-enfants. Les dates, les montants, les identifiants de transactions, tout était clairement visible. J'ai zoomé sur des dépôts spécifiques, 2, 000 par-ci, 1, 5 cents par-là, 3. 000 après une prime au travail. Ensuite, j'ai publié une image comparative. D'un côté, une capture d'écran d'une publication Facebook de mes parents, datant de l'année dernière. Ils y parlaient de notre fonds spécial des petits-enfants, que nous construisons depuis le premier jour. De l'autre côté, le relevé de clôture du compte, montrant mon nom comme unique titulaire. Et le transfert du solde final vers le compte d'études d'Emma. Puis, j'ai publié une grille de mai d'annulation, Netflix, Disney+, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Spotify Premium, stockage cloud, tous annulés au cours des 12 dernières heures. Tous horodatés, tous montrant mon nom et mon adresse email, en tant que titulaire du compte. Enfin, j'ai tapé un message. Je l'ai gardé court, et direct, pendant 5 ans, on m'a dit d'arrêter de gâter ma fille. Pendant que je finançais discrètement les voyages de cette famille, les cadeaux, les appareils électroniques, et ce fameux fonds des petits-enfants, dont vous avez tous entendu nos parents parler. Hier, le PC gamer de ma fille a été poussé d'un bureau, et détruit. Parce qu'elle refusait de céder son tour. Mon frère a cautionné cela. Mes parents m'ont traité d'égoïste. Alors j'ai fait quelques changements. Le compte, dont nos parents s'attribuent le mérite, appartient désormais intégralement au fonds d'études d'Emma. Chaque abonnement et service que je payais
Et que vos foyers utilisent, a été annulé. À l'avenir. Mon argent soutiendra exactement un seul enfant, celle dont vous avez détruit les affaires. J'ai cliqué sur envoyer. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre table, et je me suis éloigné. Le groupe de discussion a explosé en quelques minutes. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Les messages affluaient. Ma mère m'a appelé 11 fois de suite. Mon père a envoyé paragraphe sur paragraphe, parlant de « laver son linge sale en public » et de « manquer de respect à ses aînés, devant toute la famille ». Marcus a exigé que je règle ce malentendu immédiatement. Avant que sa belle famille ne voie les captures d'écran. Vanessa a envoyé un message. Affirmant avec insistance que je la faisais passer pour une personne violente envers les enfants. À cause d'un simple petit incident de discipline. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai emmené Emma au parc. Nous avons passé l'après-midi à lancer un frisbee, et à parler de ses jeux préférés. Elle a demandé pourquoi je semblais plus détendu que d'habitude. Je lui ai dit, parfois, il faut arrêter de porter un poids, qui n'est pas le tien. Au moment où nous sommes rentrés à la maison. La discussion de groupe comptait plus de 200 nouveaux messages. La plupart d'entre eux provenaient de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles, depuis des mois. Ma tante, qui vit dans un autre état, a demandé, « Attendez. C'est toi qui as payé les billets d'avion pour Bali. Aussi? Je croyais que tes parents s'en étaient chargés. » Mon oncle est intervenu. Ces dépôts viennent tous de toi. Pourquoi disaient-ils que c'était leurs économies pour la retraite? Un cousin que je connaissais à peine a demandé, donc, le fonds des petits-enfants. C'était en fait uniquement l'argent de Daniel, depuis le début? Le ton de mes parents a vite changé. Ils sont passés de la colère, à la défensive, puis à la panique. Ma mère a envoyé un message au groupe, disant « Tout ceci est un grand malentendu. Daniel a aidé pour le fonds, mais nous avons contribué. Nous aussi. Ils déforment les choses, pour nous faire passer pour des méchants. » J'ai répondu une seule fois, calmement. J'ai publié les relevés bancaires, les historiques de dépôt. Et les documents de propriété du compte. Rien de ce que j'ai partagé n'est une opinion. Si quelqu'un a des questions sur les chiffres, il peut regarder les captures d'écran. Tout est daté, et vérifié. Ensuite, j'ai quitté le groupe de discussion, définitivement. Au cours des jours suivants, les retombées se sont accélérées. Leur connexion Internet a été coupée, parce que le prélèvement automatique, que j'avais mis en place des années auparavant, avait disparu. Les garçons de Marcus ont perdu l'accès à la bibliothèque de jeux qu'ils utilisaient pour jouer en ligne avec leurs amis. Vanessa m'a appelé directement, en hurlant que je punissais des enfants innocents. Pour quelque chose qu'elle avait fait. Je lui ai répondu que les enfants n'étaient pas punis. Leurs parents découvraient simplement ce que ça faisait, de payer les dépenses de leur propre foyer. Puis, j'ai raccroché. Mes parents se sont pointés à mon appartement, le mardi soir. Je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté sur le pas de la porte, et j'ai écouté pendant que ma mère pleurait. Et que mon père essayait d'expliquer qu'il n'avait jamais eu l'intention de profiter de moi. Et qu'il voulait juste aider à gérer les choses pour tout le monde. Je leur ai posé une question simple, combien d'argent avez-vous personnellement déposé sur le fonds des petits-enfants, au cours des 5 dernières années? Ils ont bafouillé. Ma mère a dit quelque chose de vague, sur le fait de couvrir des frais par-ci par-là. Mon père a dit, nous avons aidé, quand nous le pouvions. J'ai répondu, j'ai déposé plus de 43 000 $. Vous avez déposé moins de 3 000 $. À vous deux. Vous avez dit à tout le monde que c'était votre épargne retraite. Vous m'avez fait la morale. En me reprochant de gâter mon enfant. Tout en dépensant mon argent pour les vôtres. J'ai fini de faire semblant que c'est normal. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a commencé à hausser le ton, puis s'est arrêté. Il a regardé ma mère, puis s'est tourné vers moi, et a demandé. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» J'ai répondu. « Rien. Je ne veux pas d'excuses que vous ne pensez pas.
Je ne veux pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Je veux que vous nous laissiez tranquilles. Emma et moi. Ils sont partis. Marcus a tenté une approche différente. Il m'a envoyé un long email, expliquant que Vanessa traversait une période difficile. Et qu'elle n'avait pas l'intention de faire de la peine à Emma. Il a dit que l'incident du PC avait pris des proportions démesurées. Et que je devrais penser à la famille, avant d'empirer les choses. J'ai répondu par une seule phrase, la famille a arrêté de penser à moi, il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai bloqué son adresse email. La famille élargie s'est divisée en camps. Certains proches m'ont envoyé des messages privés de soutien, disant qu'ils avaient toujours soupçonné mes parents d'exagérer leurs contributions. D'autres sont restés silencieux, probablement mal à l'aise face à toute cette situation. Quelques-uns ont pris le parti de mes parents, me qualifiant d'irrespectueux et d'ingrat. Je n'ai réagi à rien de tout cela. J'avais dit ce que j'avais à dire, j'avais montré les preuves que je devais montrer. Et j'avais fixé les limites que j'avais besoin de fixer. Ce qu'ils faisaient de ces informations était leur problème, pas le mien. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la réparation du PC d'Emma. J'ai commandé une nouvelle carte graphique, et un panneau de remplacement pour le boîtier. J'ai passé un week-end à tout réassembler soigneusement, à tester les composants. Et à m'assurer que tout fonctionnait. Quand je l'ai allumé, et que j'ai vu son bureau chargé parfaitement. Emma m'a serré dans ses bras si fort, que j'ai failli perdre l'équilibre. Elle m'a demandé si nous allions quand même voir papy et mamie. Je lui ai dit que non, pas avant un moment. Elle a hoché la tête, et a dit, ce n'est pas grave. J'aime bien quand c'est juste nous deux. J'ai réalisé qu'elle avait raison. C'était mieux, quand c'était juste nous deux. 3 semaines plus tard, mes parents ont demandé une réunion de famille formelle. Ils voulaient que Marcus, Vanessa, Emma et moi nous asseyions avec une conseillère familiale qu'ils avaient trouvée. Cette conseillère était une personne de leur église, pas une thérapeute agréée. Mais ils insistaient sur le fait que cette personne pourrait nous aider à trouver un terrain d'entente. J'ai accepté une seule réunion, mais uniquement à mes conditions. Je leur ai dit que je n'amènerais Emma que si Vanessa lui présentait d'abord des excuses directes par écrit. Et acceptait de remplacer les composants endommagés. J'ai aussi prévenu que j'allais enregistrer la réunion, pour mes propres archives. Et que si quelqu'un avait un problème avec ça, nous pouvions annuler le tout. Vanessa a envoyé un email d'excuses rigides, en 2 phrases, à Emma. Elle n'a pas proposé de remplacer quoi que ce soit. J'ai décidé que c'était suffisant, pour au moins faire acte de présence. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence de leur église, un samedi matin. La conseillère, une femme d'une 50aine d'années nommée Patricia, a commencé par une prière. Puis a demandé à chacun de partager son point de vue. Mes parents ont pris la parole en premier. Ils ont parlé de la façon dont ils avaient été blessés, par mon humiliation publique à leur égard. Dans la discussion de groupe. Ils ont affirmé que j'avais ruiné leur réputation dans la communauté. Et que je les avais fait passer pour des menteurs. Ils ont admis qu'ils auraient pu être plus clairs sur les contributions au fonds. Mais ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Marcus a parlé ensuite. Il a déclaré que j'avais réagi de façon excessive à l'incident du PC. Et que Vanessa essayait juste d'apprendre le partage aux enfants. Il a soutenu que ma décision de couper le soutien financier était vindicative. Et blessait toute la famille. Vanessa n'a pas dit grand-chose. Elle avait l'air mal à l'aise, et jetait des coups d'œil constants à son téléphone. Puis, ce fut mon tour. J'ai sorti un dossier. À l'intérieur, se trouvaient des copies imprimées des relevés bancaires, des historiques de dépôt, des chaînes de mai, et des historiques d'abonnement. Je les ai fait glisser sur la table, jusqu'à Patricia, et j'ai dit. Voici les faits. J'ai contribué à hauteur de plus de 43 000 $. À un compte que mes parents présentaient comme leurs propres économies. J'ai payé pour des voyages, des appareils électroniques, et des abonnements. Tout en m'entendant dire que je gâtais ma fille. Quand les affaires de ma fille ont été détruites. Et que ma famille l'a accusé d'être égoïste.
J'ai arrêté de financer leur train de vie. Ce n'est pas être vindicatif. Ça s'appelle fixer des limites. Patricia a parcouru les documents. Son expression est passée de neutre à surprise. Elle a regardé mes parents, et a demandé, « Avez-vous contribué à ce compte ?» Ma mère a hésité. Nous avons contribué à hauteur de nos moyens. J'ai précisé, moins de 7% du total des dépôts, sur une période de 5 ans. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous gérions le compte. Nous nous coordonnions avec toi. J'ai rétorqué, vous vous attribuiez le mérite de mon argent. Et vous l'utilisiez pour vous donner l'air généreux, tout en me traitant de mauvais parent. Parce que je dépensais mon propre argent pour mon propre enfant. Patricia a posé les papiers. Elle a regardé mes parents, et a dit. Je pense que Daniel soulève un point valide. Si le compte a été principalement financé par lui. Et présenté publiquement comme une épargne familiale conjointe. Cela crée effectivement un problème de crédibilité. Le visage de ma mère a pâli. Mon père a commencé à protester, mais Patricia a levé la main, et a ajouté. Je ne suis pas ici pour désigner des coupables. Je suis ici pour vous aider à communiquer. Mais je pense sincèrement que l'honnêteté est la base de toute résolution. Marcus est intervenu. Il n'est pas seulement question d'argent. Il s'agit de la famille. Daniel est en train de nous déchirer. À cause d'un ordinateur cassé, et de quelques égos froissés. J'ai regardé mon frère, et je lui ai dit. Je ne déchire rien du tout. Je m'éloigne d'une dynamique, où je fais tout le travail. Et où je récolte toutes les critiques. Tu as soutenu ta femme. Quand elle a détruit les affaires de ma fille. Tu as traité mon enfant d'égoïste. Tu n'as pas demandé une seule fois si elle allait bien. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Sur ma place au sein de cette famille. Marcus n'a pas su quoi répondre. Patricia s'est tournée vers Emma, qui était restée assise silencieusement à côté de moi. Pendant tout ce temps. Emma, comment te sens-tu, face à tout cela? Emma m'a regardé, puis s'est tournée vers Patricia, et a dit. Je veux juste que mon père soit heureux. Il travaille très dur. Et les gens sont méchants avec lui. Je ne comprends pas pourquoi. La pièce est plongée dans le silence. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a fixé la table. Marcus a détourné le regard. Patricia a fermé son carnet, et a déclaré, je crois que ce que j'entends ici, c'est qu'il y a eu un schéma de longue date, avec une contribution inégale. Et une reconnaissance inégale. Et que Daniel a finalement atteint un point de rupture. Je pense aussi qu'il y a eu un manque de reconnaissance. Concernant l'impact émotionnel que cela a eu sur Emma. Si vous voulez reconstruire la confiance, cela nécessitera de la responsabilisation, et non de la défensive. Mes parents n'ont rien dit. Je me suis levé, j'ai pris la main d'Emma, et j'ai dit, j'apprécie que vous ayez essayé d'aider Patricia. Mais je ne pense pas que nous allons trouver un terrain d'entente aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les limites que j'ai fixées restent en place. Si ma famille veut avoir une relation avec moi, ou avec Emma à l'avenir, ils savent où nous trouver. Mais cela se fera à des conditions très différentes. Puis, nous sommes partis. Dans les mois qui ont suivi, la dynamique familiale a été complètement bouleversée. Mes parents ne se sont jamais formellement excusés. Ils ont envoyé quelques textos gênés, pour demander comment allait Emma. Mais ils n'ont évoqué ni la situation du fond, ni l'incident de la discussion de groupe. J'ai répondu poliment, mais en gardant mes réponses courtes. Emma les a vus 2 fois, au cours des 6 mois suivants. À chaque fois dans des lieux neutres, comme un parc ou un restaurant, et à chaque fois. Uniquement parce qu'Emma avait demandé à les voir. Je restais à proximité, mais je n'interagissais pas beaucoup. Marcus et Vanessa ont totalement cessé de me contacter. J'ai appris par un cousin, qu'ils avaient des difficultés financières. Après avoir perdu l'accès aux abonnements et à l'argent du fonds, sur lesquels ils comptaient. Vanessa a dû prendre des heures supplémentaires, à son travail dans la vente. Les chiffres de vente de Marcus ont chuté,
et il a fini par accepter un poste moins bien rémunéré. Dans une autre entreprise. Je ne me suis pas senti mal pour eux. Je ne me suis pas senti bien non plus. Je me suis juste senti neutre. La famille élargie est restée en dehors de ça, pour la plupart. Quelques tantes et oncles m'ont contacté en privé, pour me dire qu'ils respectaient ma décision. Et comprenaient pourquoi j'avais fait ce que j'ai fait. Quelques autres m'ont discrètement retiré de leurs amis, sur les réseaux sociaux. Je n'ai couru après personne, pour me justifier. Les gens qui comptaient, avaient déjà vu les preuves. Emma et moi avons déménagé dans un quartier plus petit et plus calme. À environ 30 minutes de chez mes parents. J'ai accepté une promotion au travail, avec de meilleurs horaires. Et une augmentation significative. Emma a rejoint un club de codage à son école, et a commencé à apprendre Python. Elle s'est fait de nouveaux amis, qui partageaient ses centres d'intérêt. Elle a arrêté de poser des questions, sur les réunions de famille. Pour son 13e anniversaire, je lui ai fait une surprise, avec un bureau sur mesure. Et un deuxième écran pour son installation gamer. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras, et a dit, « Tu es le meilleur papa du monde. » Je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents. Je n'avais pas besoin de la validation de Marcus. Je n'avais besoin de personne de ce côté-là de la famille. Pour me dire que je faisais du bon travail. Le sourire d'Emma me suffisait. J'ai gardé les reçus, les relevés bancaires, et les captures d'écran, dans un dossier sécurisé. Sur mon ordinateur. Je ne les ai pas supprimés, mais je ne les regarde pas beaucoup non plus. Ils sont là, au cas où j'aurais de nouveau besoin de preuves un jour, mais la plupart du temps. Ils me rappellent simplement ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai appris quelques petites choses, à travers tout cela. J'ai appris que la famille. Ce n'est pas toujours les personnes auxquelles vous êtes liés par le sang. J'ai appris qu'être responsable et fiable, ne signifie pas que vous devez servir de paillasson. J'ai appris que parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'arrêter de vous justifier auprès de personnes, qui ont déjà décidé que vous aviez tort. J'ai aussi appris que ma fille observait tout ce que je faisais. Et que l'exemple que je lui donnais, importait bien plus que de préserver la paix. Ces jours-ci, ma vie est plus calme. Je travaille. Je passe du temps avec Emma. Je m'investis dans des passe-temps, que j'avais abandonnés il y a des années. J'ai un petit cercle d'amis, qui respectent mes limites. Et n'attendent pas de moi que je finance leur vie. J'ai des collègues qui valorisent mes compétences, et ne me considèrent pas comme acquis. Je ne parle pas souvent à mes parents. Quand je le fais, c'est bref, et superficiel. Je ne parle pas du tout à Marcus, ni à Vanessa. Emma voit mes parents de temps en temps, toujours sous supervision, toujours à mes conditions. Je ne l'empêche pas d'avoir une relation avec eux, mais je dis très clairement que je ne suis pas obligé de la faciliter, ou de la financer. L'histoire du fond des petits-enfants s'est éteinte. Les gens ont arrêté de poser des questions à ce sujet. Mes parents ont arrêté d'en parler. La vérité était là, pour tous ceux qui voulaient bien s'y intéresser. Et cela me suffisait amplement. Je ne suis pas amer. Je ne suis plus en colère. J'ai simplement tourné la page. J'ai fait le choix de me privilégier, moi et ma fille, et je ne le regrette pas une seule seconde.